Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Hier 25 décembre, jour de la célébration de Noël, des prières ont été dites à travers le monde et ici en Côte d'Ivoire pour célébrer la commémoration de la naissance du Christ à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. La messe a été dite par le cardinal Jean-Pierre Coutou, archevêque d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à cette messe. Le Conseil régional du Sud Comoé a tenu sa 4e et dernière session pour l'exercice 2021 à Tiapoum. L'on enregistre plus de 500 millions de francs CFA pour le financement des projets des jeunes de la région du Sud Comoé. Des centaines d'autres millions injectés dans plusieurs autres projets. On en parle dans cette édition. La présidence sud-africaine a annoncé ce dimanche 26 décembre la mort de l'archevêque Desmond Tutu à l'âge de 90 ans. Figure de la lutte contre l'apartheid, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Il a donc tiré sa révérence ce dimanche. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. La perte d'un être cher est toujours une épreuve des plus difficiles. Et cette douleur est encore plus vive lorsque cette perte survient brutalement et parfois pour des raisons qui relèvent de la responsabilité de l'homme, comme ces milliers de décès enregistrés chaque année du fait du non-respect du code de la route, des limitations de vitesse exigées, bref de l'incivisme sur nos routes. Afin de lutter contre ces actes d'incivisme, la vidéo-verbalisation a été introduite dans le quotidien des usagers de la route par le ministère des Transports. Sécurité routière, tout savoir sur la vidéo-verbalisation. C'est autour de ce thème que nous échangerons ce 13 h dans le cadre du magazine de ce dimanche avec notre invité, M. Ibrahima Koné, directeur général de Kipux Afrique, entreprise partenaire technique du ministère des Transports, chargé donc de la mise en application de cette stratégie de vidéosurveillance ou encore de vidéo-verbalisation. Monsieur le directeur général de Kipux Afrique, merci d'être avec nous sur ce plateau. Comme nous le disions à l'instant, nous parlerons avec vous de vidéo-verbalisation. Mais avant, regardons du côté de l'agenda du Premier ministre qui était hier, qui a pris part à la prière qui a été dite par l'archevêque Coutou à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. La messe a été dite par le cardinal Jean-Pierre Coutou. Le Premier ministre y était. Patricia Mouetia également. Reportage. Ce samedi matin, messe du jour de Noël dans la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a livré un plaidoyer sur l'humilité, la paix et les personnes vulnérables. Plusieurs fidèles ont assisté à cette célébration, notamment le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Dans son homélie, l'archevêque d'Abidjan a invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie, appelant l'Église à être pauvre et fraternelle et en mettant en garde contre l'indifférence face à la pauvreté. Frères et sœurs, ce constat d'un monde fermé sur lui-même appelle nécessairement à s'ouvrir, à aller vers l'autre, à accepter la main tendue pour nous sauver. Oui, tant que notre humanité donnera à Dieu un droit de regard sur la gestion de ce monde, alors il continuera sans être pessimiste à aller avant nous. Une célébration sobre, soutenue par la chorale des anges, a laissé apparaître une forte émotion dans les yeux des fidèles au cours de cette messe du jour de la fête de Noël, jour de la naissance de Jésus. La fête de Noël qui marque la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Noël, occasion de rapprochement avec Dieu pour les chrétiens et de partage de cadeaux aux enfants. Comme tout événement qui touche la société, cette célébration est diversement perçue par les uns et les autres qui ont bien sûr le droit de se faire leur opinion en choisissant de la célébrer ou non. Nous parlons bien sûr de la fête de Noël. Regard croisé sur cette célébration, Théodore Zouzou, Franck Quadio. Aujourd'hui, il nous est né un sauveur, l'enfant Jésus selon la Bible. C'est alors jour de Noël et cette naissance est célébrée à travers le concept de Noël. Et cela dans le dernier mois du calendrier grégorien. Le catholicisme emporte la théologie. C'est à la réalité le moment de dire à Dieu de bénir la nouvelle année. Noël dans sa forme actuelle a été instauré par le pape Liberius au IVe siècle, exactement en l'an 354. Le pape Liberius a saisi donc cette opportunité après la mort de Constantin pour christianiser cette fête traditionnelle en l'honneur du dieu soleil. Et comme le solstice
divers coïncidaient avec cette fête traditionnelle saturnale, donc du soleil, le pape a fixé cette date de la naissance du Christ le 25 et non pas le 24 décembre. Fêter l'enfant Jésus, célébrer Noël, ses pratiques et symboles, dates et manifestations qui ne font pas toujours l'unanimité. La Bible n'en fait pas mention de la date de la célébration. Comme le 25, qui suit toujours est férié, donc nous on rassemble nos chrétiens, on les édifie, on les instruit, on les affermit. Chrétiens, catholiques et certains évangéliques valident la célébration de Noël sous sa forme actuelle. Nous célébrons un personnage qui a existé. Et la Bible elle-même en parle quand on prend les prophéties messianiques, c'est-à-dire les prophéties qui concernent la venue du Messie. Maintenant, à quel moment il est venu au monde de façon exacte, ça peut échapper à la connaissance de l'homme. C'est de façon conventionnelle, la date à laquelle on célèbre a été choisie. L'Église ariste et une opinion musulmane retiennent cette orientation. La Bible nous a révélé qu'un enfant nous a été donné. Un sauveur est venu dans le monde. Pour nous, c'est l'essentiel, ça suffit. De dire que c'est pour nous qu'il est venu, il est venu nous sauver. Si la nouvelle correspond effectivement, je dis bien effectivement, à la naissance de Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas interdit à un musulman de se réjouir de la naissance d'un prophète. Bon, maintenant, c'est la manière dont le musulman peut se réjouir. Offrir les cadeaux à ses enfants par rapport à Noël. Peut-être que les enfants vont te demander, ce cadeau-là, c'est par rapport à quoi? C'est à toi maintenant de dire, ce cadeau-là, c'est par rapport à la naissance de l'un des prophètes de Dieu, qui s'appelle, nous on l'appelle Issa, mais au christianisme on appelle Jésus. Et sans oublier le jour de la naissance de ton prophète aussi, qui est Mohamed. Quand ça arrive, tu achètes aussi les cadeaux pour les enfants. Noël, à l'analyse de notre aspect de la théologie chrétienne, est issu du paganisme, c'est-à-dire d'origine païenne. Ce pasteur baptiste a même publié une œuvre faite de Noël au regard de la Bible sur le sujet. Pour lui, la célébration de Noël est un fait social. C'est plutôt une lecture spirituelle et pas une lecture spatiale ou bien temporelle. Alors il faut pouvoir élever le débat. Si Jésus-Christ est né, il est bien né un jour de l'histoire, en un lieu. Et c'est écrit que c'est à Bethléem. Quant au jour, que ce soit le 15 février ou le 14 février ou le 25 décembre, nous disons qu'il est né et nous nous approprions la victoire du soleil sur les ténèbres. Un dénominateur commun, l'amour pour Dieu, le Créateur, la paix sociale et l'espérance en une vie éternelle. Et c'est cela qui est à retenir. Et en cette période de Noël, des fidèles chrétiens ivoiriens sont en pèlerinage en Turquie sur les traces des premiers chrétiens, notamment les apôtres Saint Paul et Saint Jean, des pèlerins ivoiriens qui découvrent de nombreux sites historiques dans un esprit de prière et de méditation. Fernand Conan et Dangui Dangui, nos reporters, sont au nombre de ces fidèles. C'est dans cette église d'Istanbul, baptisée Saint-Jean-Saint-Paul, construite en 1453, que les pèlerins ivoiriens ont célébré la messe de Noël. Leur présence en ce lieu est perçue comme une grâce. C'est un renouvellement de la bonté de Dieu d'abord dans ma vie, parce que le Seigneur m'a permis d'être sur cette terre afin de manifester encore de ses œuvres. Je n'avais jamais pu penser qu'un jour je ferais Noël dans ce pays qu'est la Turquie. Aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi que le pays m'offre de venir passer Noël dans un pays pratiquement musulman et qu'aujourd'hui la lumière même s'élève dans tout ce pays. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. L'abbé Éric Martial Yapobi a dirigé la prière et rendu hommage à Dieu et aux autorités ivoiriennes qui ont facilité ce pèlerinage. Cela me donne cette abnégation, cette détermination, cette volonté, ce désir ardent de pouvoir toujours me mettre au service du Seigneur. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu qui permet ce moment providentiel et que cette providence se rende plus visible à mes yeux pour que je sois un prêtre selon son cœur. Avant la messe de Noël, de nombreux sites historiques en Turquie où les premiers chrétiens ont laissé leurs empreintes ont été également visités par les pèlerins ivoiriens.
Et pour fermer le chapitre religion de cette édition, les musulmans de Dianfé, commune de Sifié dans le département de Séguéla, ont célébré la fête anniversaire de la naissance de Mohammed, prophète de l'islam, vendredi dernier, officiellement célébré le 18 octobre dernier. C'est le vendredi dernier que ceux-ci ont sacrifié à cette tradition. Léon Brun nous en parle. Méditation et lecture coranique rythmée d'hommage à Mahomet et les prophètes des autres religions à la mosquée de Dianfé, commune de Sifié, département de Séguéla. Ce 24 décembre, les musulmans de ce village célèbrent le Maouloud, l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet. Une coïncidence avec la nativité, source d'abondance de grâce et de bénédiction selon les musulmans, pour qui Mahomet et Jésus sont tous deux fils de Dieu. Avant le départ de Jésus, il a annoncé qu'il y a un autre prophète qui va arriver, qui s'appellera Mohamed. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a suivi Enza, qui est Jésus. Maouloud à Dianfé, en présence des cadres, dont le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, aussi marqué par des prières pour le chef de l'État et son gouvernement, mais surtout des prières pour le renforcement du vivre ensemble et le maintien de la paix pour le développement de Dianfé. Cette célébration consacre que l'islam, c'est une religion de paix, une religion de fraternité. Et donc, nous profitons de cette célébration pour que tous les cadres de Dianfé, tous les fils de Dianfé, toutes les filles de Dianfé se retrouvent pour parler de projets de développement. Le 18 octobre marque la commémoration officielle en Côte d'Ivoire du Maouloud, ou anniversaire de naissance de Mahomet, prophète de l'islam. Des prières et célébrations qui doivent être accompagnées de vigilance dans le comportement car la Covid-19 est encore présente. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés, assure l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 25 décembre 2021 455 nouveaux cas de Covid-19 sur 2478 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs. Il faut également enregistrer 41 guéris et 0 décès. À la date du 25 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 63 847 cas confirmés, dont 61 245 personnes guéries, 707 décès et 1884 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 208 604. Le 24 décembre, 58 572 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 765 926 doses. Du 1er mars au 24 décembre, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. On rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le Conseil régional du Sud Comoé, nous disions à l'instant dans les titres, a tenu sa quatrième et dernière session pour l'exercice 2021 à Tiapoum, localité située à 51 km d'Aboisseau, chef-lieu de région. L'on note également le partenariat Conseil régional Union à hauteur de 480 millions. Le projet de production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire, en partenariat avec la FAO et le RED+, pour 10 millions de dollars concernant 3 régions, l'Agnébi, Tiassel, Amé, le Sud Comoé. Le Conseil annonce également la mise à disposition d'un montant de plus de 500 millions de francs CFA pour le financement des projets des jeunes de la région du Sud Comoé. Reportage. Tiapoum, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Sud Comoé, située à 51 km d'Aboisseau. De la voie d'accès à l'intérieur de la ville, une fière allure qui réjouit le Conseil régional. À la 4e et dernière réunion pour l'exercice 2021 tenue dans la localité, le président Eugène Aka-Aweli traduit la reconnaissance des populations au chef de l'État. Nous devons rendre hommage au président de la République qui a permis à Tiapoum d'être aujourd'hui ouvert au reste de la Côte d'Ivoire. Regardez comme c'est agréable aujourd'hui de venir à Tiapoum. Nous devons communiquer sur les bonnes réalisations du gouvernement et contribuer donc à notre niveau par rapport aux moyens mis à notre disposition à amplifier ce que le gouvernement fait dans cette région. Dans ses actions de développement, le Conseil régional du Sud Comoé met l'accent sur l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes. Plus de 513 millions de francs CFA sont destinés au financement de projets. Je suis dans le domaine de poissons
et du poulet braisé, c'est ce que je fais. J'ai déposé mes dossiers pour pouvoir avoir une aide, un financement pour pouvoir agrandir ce que je fais. Et j'ai reçu ce financement-là. Il y a eu 300 000. J'ai suivi une formation à l'INEPA de Benjaville, donc je suis sorti technicien en élevage. Donc j'ai mis en place un projet qui concerne l'encadrement des éleveurs et puis la vente des produits. Donc j'ai reçu aussi une somme de 300 000 francs. Nous ne faisons que nous inscrire fondamentalement dans la vision du président de la République qui veut une Côte d'Ivoire solidaire en présentant comme priorité des projets en faveur des jeunes et en faveur des femmes. Pour l'année 2022, le budget primitif du Conseil régional du Sud Komoui en recettes et en dépenses s'élève à 3 936 194 000 francs CFA. Le budget de fonctionnement du Conseil est fixé à 1 62 757 000 francs CFA. Un reportage signé Konaté Moussa. Il voulait des congés anticipés de Noël et de Nouvel An avant leur H, fixés par le calendrier scolaire. Aujourd'hui, il passe des congés avec un emploi du temps rempli et bien organisé du côté de Bimbresso. Eux, ce sont les élèves perturbateurs qui se sont négativement illustrés dans leurs établissements scolaires. Interpellés il y a quelques semaines, aujourd'hui, tous les matins, ils ont rendez-vous avec la discipline et le respect des symboles de l'État du côté de Bimbresso. La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, la ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, Touré Mamadou, leur ont rendu une petite visite hier samedi 25 décembre. Godefroy Okambawa. Ils sont au nombre de 70, dont 3 filles. Des élèves présumés auteurs des violences enregistrées récemment dans les établissements scolaires dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Ici à Bimbresso, au sein du Centre civique d'action pour le développement, ces pensionnaires en vacances de resocialisation passent leur journée en formation civique et activités sportives. Ils vont recevoir après ça des modules de formation au civisme et à la citoyenneté, également des modules de formation au volontariat et au bénévolat. Et avec eux, à la fin de leur formation, nous allons procéder à l'analyse des contextes afin d'élaborer avec un plan d'action qui va leur permettre de dérouler un certain nombre d'activités lorsqu'ils vont rentrer chez eux en famille. Plus question de laisser prospérer le désordre dans les établissements scolaires. Ces pensionnaires l'ont bien compris et l'instant est au regret. Madame le ministre, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Nous savons en âme et conscience que nous avons agi dans le mal et dans l'esprit groupal et nous regrettons amèrement ce que nous avons fait. Et pour cela, nous demandons pardon aux yeux de la population ivoirienne. Dans un langage franc et ferme, les ministres Mariatou Koné et Mamadou Touré ont appelé à un changement de comportement et au respect du calendrier scolaire. Vous avez des encadreurs militaires qui vont leur inculquer la discipline, le respect de soi-même, le respect de son environnement, de ses parents, de l'autorité. Et puis il y aura aussi des psychologues qui vont les accompagner pour comprendre les causes profondes de leurs agissements. Qu'au sortir d'ici, nous puissions les réverser à l'éducation nationale pour nous en étant sûrs que ces enfants ont pu évoluer et ne retourneraient plus en arrière et puissent même éventuellement, s'ils sont encore retenus dans leur établissement, être des ambassadeurs auprès d'autres élèves. Je suis une maman indignée, je suis une maman écœurée, je suis une éducatrice qui ne comprend pas que des enfants se comportent de la sorte, défient l'autorité. Parce que les règles ont été édictées, il faut respecter les règles et ils compromettent leur avenir. Tout le monde doit prendre conscience que l'école n'est pas un lieu de jeu. L'école n'est pas un lieu de violence, mais un lieu où on va pour travailler, pour préparer son avenir. Créé en 2017, le Centre civique d'action pour le développement de Bimbresso accueille chaque année des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi. Et c'est un nouveau départ et une nouvelle vie qui commence pour ces pensionnaires. En attendant que la discipline devienne leur quotidien, sachez que la mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère d'État, ministère de la Défense, vient d'honorer 21 travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ces retraités sont issus des vagues 2020 et 2021. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. Après 20 et 40 années de loyaux services, ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au nombre de 21, ces personnels civils ont travaillé aux côtés des militaires en tant que secrétaires, attachés des finances ou enseignants. Leurs mérites reconnus, ils sont célébrés et honorés à travers des tableaux à leur effigie. Le retraité
c'est celui-là même qu'il faut valoriser parce que quand tu es nouveau fonctionnaire, quand tu arrives dans un service, si tu n'as pas quelqu'un qui a de l'expérience pour t'encadrer, tu ne peux pas évoluer dans le service. Et la fonction publique, c'est un cycle. D'autres partent, d'autres viennent. Cette célébration est la deuxième édition du genre organisée par la Mutuelle du personnel civil fonctionnaire en service au ministère d'État, ministère de la Défense. Nous, personnel retraité, cette célébration nous touche d'autant plus que nous n'espérions même pas être ici aujourd'hui. Le colonel Ernest Oyou, sous-directeur des ressources humaines civiles, salue les efforts consentis par ces travailleurs, aujourd'hui à la retraite, avant d'affirmer qu'ils méritent considération pour avoir bien assuré leurs tâches et missions. Pour le directeur général de l'administration et des finances, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la retraite est un nouveau départ bien mérité et non une fatalité. Les services loyaux que vous avez rendus durant vos périodes d'activité. Et c'est une manière pour l'État d'être reconnaissant à vos services. Je voudrais donc vous dire toutes mes félicitations et bravo pour être arrivé au bout de l'aventure en bonne santé. C'est une grâce de Dieu. Des diplômes d'honneur ont été également remis à des agents en service afin de les encourager à la culture de l'excellence et du travail bien fait. La cellule antidrogue de la police de la ville de Bouaké a procédé à l'incinération de plus de 10 tonnes de drogue et de produits prohibés de la marchandise saisie de janvier à décembre 2021. Djeneba Ouattara, Soro Corona. 15 tonnes de drogue, de médicaments falsifiés et de qualité inférieure saisis par les éléments de la police antidrogue de Bouaké incinérés. 187 doses de cocaïne, 500 doses d'héroïne, 500 kg de cannabis, 640 comprimés de tramadol, 7000 comprimés de diazépam et 10 tonnes de médicaments falsifiés et de qualité inférieure qui ont été saisis du 1er janvier au 1er décembre 2021 par la cellule antidrogue de la police de Bouaké. Selon le chef de cette cellule, les opérations ont été menées dans les régions de Bouaké, du Hambol, du Béré et de l'Ifou, zone d'intervention de la cellule antidrogue de Bouaké. Au cours de l'année 2021, nous avons effectué plusieurs missions dans les régions du Bouaké, du Hambol, du Ifou et du Béré, qui se sont soldées par des saisies énormes. L'incinération a eu lieu en présence des autorités judiciaires qui exhortent les populations à la collaboration pour plus d'efficacité de la police. La cellule antidrogue de la police de Bouaké réaffirme sa volonté de poursuivre les opérations afin de mettre hors d'état de nuit les narcotrafiquants face à ces phénomènes qui touchent malheureusement le milieu scolaire. Et loin des produits prohibés qui partent en fumée, Siandou Fofana, le ministre du Tourisme et des Loisirs, dans le cadre de sa mission régalienne de valorisation et de promotion des sites d'intérêt touristique, a procédé en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable à la réactivation des activités du Parc national du Banco. Objectif de cette réactivation, booster l'écotourisme et permettre aux populations de découvrir leur patrimoine. Evelyne Yeboué, Patricia Omouetia. La forêt du Banco, un atout à valoriser. C'est ici que le ministre du Tourisme et des Loisirs arrive ce jour pour un voyage forestier. Le ministère souhaite valoriser ce massif forestier par la mise en place d'un schéma d'accueil des publics, notamment à travers la pratique de la randonnée. Une animation particulière a régné dans les bois durant cette journée, avec un feu de camp, un barbecue et des prestations d'artistes. Une ambiance qui a réjoui les agents des eaux et forêts qui estiment que la pratique sur les sentiers forestiers est oubliée. Nous avons beaucoup d'animaux au sein du parc national du Banco. On a une famille de chimpanzés d'environ 30 individus. À côté des chimpanzés, vous avez plusieurs espèces de petits singes. On a beaucoup d'oiseaux. Au début, c'était un parc périurbain, mais avec le développement de la ville de ces dernières années, la ville est venue à la forêt. Aujourd'hui, la forêt se trouve en plein milieu d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous. Le tourisme forestier est un levier de valorisation. Le ministère a donc sa carte à jouer. Nous avons jugé utile d'avoir réhabilité des constructions qui ont été réalisées pour développer l'écotourisme, à savoir les abris, les bancs, les restaurants
Mais nous allons aller au-delà. Nous faisons en sorte de construire des tentes ainsi que des jeux de loisirs et des parcours sportifs pour bien des acteurs. Contrairement à l'idée reçue, il faut bien qu'on fasse tomber les masques et qu'une bonne fois les Ivoiriens comprennent que c'est un des endroits les plus sûrs d'Abidjan. Et je lance un appel à tous les Abidjanais, à tous les Ivoiriens de s'approprier le parc. Ce plan de valorisation du parc national du Banco, en partenariat avec l'OIPR, va se poursuivre durant toute l'année. Le parc national du Banco couvre aujourd'hui une superficie de 3474 hectares. Direction la commune de Yopougon, où le tournoi de Maracana de la cohésion sociale, doté du trophée Issoufou Koulibaly, a connu son apothéose au complexe sportif J.C. Jackson. Les jeunes leaders de partis politiques et de la société civile ont choisi le sport pour promouvoir la cohésion sociale auprès des jeunesses des différents quartiers. Théodore Zouzou, Didier Nguessan. Ces deux équipes, multipliant les stratégies pour s'arracher la victoire, sont les finalistes du tournoi de Maracana Cohésion sociale, regroupant les différents quartiers de Yopougon. Une initiative de l'association Les Cercles des leaders soutenue par le conseil municipal pour rapprocher les jeunes et renforcer le vivre ensemble. Il est important pour nous d'initier un tournoi de cohésion pour inviter tous les leaders d'associations et de jeunesse à se réunir autour du football qui était un sport fédérateur et de parler de la paix, de parler de la réconciliation et de bannir à notre sein toutes sortes de violences. L'équipe du camp militaire en bleu remporte cette première édition qui a regroupé 18 équipes. Le parrain Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire, salue le climat de fraternité qui a prévalu et exhorte les populations à poser des actes pour consolider la paix. Nous savons tous que la paix est facteur de développement. Donc nous sommes tous obligés d'aller à la paix, d'être en paix pour pouvoir faire avancer notre pays. Quand des jeunes décident de se retrouver autour du football pour serrer les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité, et partant de là pour renforcer la cohésion, on ne peut que venir les soutenir. C'est eux qui constituent l'avenir, donc il faut qu'ils puissent s'engager à aider l'État de Côte d'Ivoire, à aider le gouvernement à préserver cette paix et cette sécurité qui sont des éléments indispensables pour le développement. Les jeunes du cercle se sont engagés à sensibiliser leurs compères des différents quartiers de Yopougon au civisme et à la cohésion sociale. Troisième titre de cette édition, triste nouvelle pour l'Afrique du Sud et pour le monde. La présidence sud-africaine a annoncé ce dimanche 26 décembre 2021 la mort de l'archevêque Desmond Tutu, âgé de 90 ans, figure de la lutte contre l'apartheid. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984, icône de la lutte contre l'apartheid et du prix Nobel donc. Desmond Tutu a donc tiré sa révérence ce dimanche. Sidonie Davila. Desmond Tutu est l'un des militants des droits de l'homme les plus connus en Afrique du Sud. Né en 1931 à Klisdorp, en Afrique du Sud, il fut d'abord enseignant au Royaume-Uni et au Lesotho, puis s'établit à Johannesburg en 1975, avant d'être nommé archevêque, le premier noir du Cap et chef de la communauté anglicane de son pays. Critique virulent de l'apartheid, ses conférences et ses écrits firent de lui la voix des Sud-Africains noirs sans voix. Desmond Tutu a acquis sa notoriété aux pires heures du régime raciste de l'apartheid. Alors prête, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Seule sa robe lui épargnera la prison. Son combat non violent est couronné du prix Nobel de la paix en 1984. À l'avènement de la démocratie, 10 ans plus tard, celui qui a donné à l'Afrique du Sud le surnom de nation arc-en-ciel préside la commission Vérité et Réconciliation, qui selon lui doit permettre au pays de tourner la page de la haine raciale. Œuvrant pour les droits de l'homme, l'icône de la lutte anti-apartheid disait que son objectif était la construction d'une société juste et démocratique sans division raciale. Jusqu'à son dernier souffle, le prix Nobel de la paix s'est imposé avec son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Depuis plusieurs mois, Vihart, un de ses surnoms, était affaibli et ne parlait plus en public.
Marié depuis 1955 et père de 4 enfants, l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu a quitté le monde des vivants ce dimanche à 90 ans au terme d'une vie de combat, d'abord contre l'apartheid, puis pour la réconciliation de son pays et la défense des droits de l'homme. Un commentaire signé Sidonie Davila du service politique de la rédaction, notant que le président sud-africain Cyril Ramaphosa exprime au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite au décès ce dimanche de cette figure essentielle de l'histoire sud-africaine. Nous sommes en plein dans les périodes des fêtes et en ces moments de grande réjouissance, l'on note des flux massifs de population d'une destination à une autre. Il faut également redoubler de vigilance sur nos routes car le constat est amer. Les accidents de la route ont repris du service et ils sont de plus en plus fréquents. Cette semaine n'a d'ailleurs pas été épargnée la vidéoverbalisation, solution trouvée pour tenter de faire face à l'incivisme sur nos routes. Sécurité routière, tout savoir de la vidéoverbalisation. On en parle maintenant avec monsieur Ibrahima Koné, directeur de Kipux International, monsieur le directeur de Kipux Afrique. Oui. Voilà. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc le directeur général de l'entreprise, partenaire du ministère technique, chargé de la mise en œuvre justement de ce système de surveillance vidéo. Alors, ce système de surveillance vidéo, à quoi est-ce qu'il renvoie ? Alors Herman, nous sommes au lendemain de la Noël, donc permettez que je puisse donc présenter mes vœux de santé, de prospérité, souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent et profiter par la même occasion pour remercier Monsieur le ministre des Transports qui a bien voulu autoriser que nous soyons sur ce plateau et Monsieur le directeur général de la RTI. Alors très simplement, la vidéo-verbalisation est l'ensemble donc des processus qui permettent à un agent assermenté, que ce soit un policier, un gendarme, un agent assermenté, de sanctionner une infraction à partir donc d'une photo ou d'une vidéo. Donc dans le cadre ivoirien, Monsieur le ministre des Transports a fait une communication au Conseil des ministres pour donc donner une définition, je dirais, à la sauce ivoirienne de cette vidéo-verbalisation qui s'inscrit donc dans ce qu'on appelle le projet STI, de système de transport intelligent, et qui aura pour focus les questions de sécurité routière et les infractions donc au code de la route dans le cadre donc de la stratégie nationale de sécurité routière. La vidéo-verbalisation peut effectivement s'appuyer sur des dispositifs de vidéosurveillance qui, eux, ont d'autres attributions telles que le support à des unités opérationnelles, permettent d'avoir des interventions en temps réel et par la suite utiliser également ces images ou ces vidéos dans le cadre d'investigation ou d'enquête. Alors à partir de quel moment a-t-on commencé à parler de vidéoverbalisation en Côte d'Ivoire ? Je dirais que tout a commencé dans les années 2017-2018 à travers une étude donc, qui a été réalisée en relation avec des experts internationaux. Et à la suite de cette étude, comme je l'ai signifié en 2019, Monsieur le ministre des Transports a fait une communication au Conseil des ministres donc, pour présenter le projet de système de transport intelligent. En 2020, nous avons, en début d'année, courant février, commencé par une phase test de notification, donc portant sur certains axes de la ville d'Abidjan. Et depuis le 7 septembre, la vidéo-verbalisation est donc rentrée dans sa phase répressive avec le cadre institutionnel, notamment une ordonnance qui a été prise en septembre, l'ordonnance 2021-432 portant sur tout ce qui concerne le STI, les systèmes de transport intelligent. Alors ce modèle de vidéoverbalisation, je dis modèle parce qu'il doit certainement peut-être en exister plusieurs, est-ce qu'on a réussi à l'adapter au contexte ivoirien sans aucun écueil ? Je dirais que oui, il y avait un certain nombre de principes. Le constat est clair. Nous avons depuis un certain nombre d'années des accidents beaucoup plus nombreux, beaucoup plus graves également. Nous avons eu en 2020 plus de 1500 tués sur nos routes avec donc ces accidents qui sont la première cause de mortalité pour les moins de 30 ans. Donc il fallait agir rapidement et dans ce cadre-là, le ministère a mis en place une stratégie quinquennale de sécurité routière avec en son troisième point
la vidéo-verbalisation qui met en œuvre un certain nombre d'innovations, innovations au niveau des textes qui ont instauré de nouvelles pratiques et innovations également au niveau du schéma opérationnel qui se veut interactif avec notamment la notification des contraventions via le canal numérique, via donc les SMS par exemple. Et justement, nous en parlerons certainement et dans un instant, parlons bien sûr de ces contraventions qui sont notifiées. Merci donc pour toutes ces précisions, mais il convient également pour nous de rappeler que depuis le 7 septembre, une vaste campagne de mobilisation est organisée autour de la sécurité routière, campagne donc lancée par le ministère en charge des Transports. Beaucoup d'innovations ont été apportées, comme les alcotests systématiques et les prélèvements. Certains usagers ont du mal à s'adapter. Regardons ensemble cet élément de l'Ancini Bakayoko. Sur les 5 dernières années, la Côte d'Ivoire enregistre annuellement 12 000 accidents corporels, 1 200 tués et plus de 21 000 blessés. L'incidence sur l'économie nationale, c'est une perte moyenne de 3% du PIB. Situation d'autant désastreuse que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité pour les jeunes de 5 à 29 ans. C'est ce qui a motivé le gouvernement à mettre en place un plan quinquennal consacré à la sécurité routière. Ce plan repose sur 3 axes, dont l'anticipation par la mise en œuvre des nouvelles technologies. Un système matérialisé par la vidéoverbalisation, rentré en vigueur depuis le 7 septembre, notamment dans sa phase répressive. Désormais, les infractions au code de la route telles que l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le téléphone au volant, le défaut des visites techniques et bien d'autres sont constatées automatiquement. Le dispositif s'appuie sur un réseau de caméras radar fixes installées sur les axes routiers du Grand Abidjan. Ces caméras radar fixes et embarquées flashent les plaques d'immatriculation des véhicules auteurs d'infractions et notifie le coût de l'amende ainsi que les preuves de l'infraction au propriétaire par SMS, mail ou courrier physique. Ce dispositif est complété par des unités mobiles qui s'apprêtent à se déployer dans les zones déclarées accidentogènes non couvertes par les caméras de la vidéo-verbalisation. Ces unités mobiles ont pouvoir d'immobiliser les véhicules en infraction. Alors, monsieur le directeur général de Kipux Afrique, on vient de le voir avec ce système, c'est un nouveau regard sur le comportement que doivent donc justement adopter les usagers de la route. Votre commentaire sur cet élément réalisé par notre confrère? La vidéo-verbalisation est une réalité. Aujourd'hui, je pense que les populations commencent à se l'approprier progressivement. L'objectif, c'est d'arriver à impacter le comportement de nos concitoyens sur nos routes. Mais également de mettre en place un système qui se veut transparent, qui se veut efficace, qui se veut également interactif. Vous avez évoqué les nouveaux canaux de notification, notamment le SMS, le mailing pour les entreprises et surtout qui s'inscrit dans le cadre également de la lutte contre la corruption. Donc les nouveaux moyens de paiement électronique via le mobile money pour éviter effectivement que sur la route il y ait des échanges de... Alors justement, comment est-ce que ce système fonctionne concrètement? Expliquez-nous. Très simplement, vous avez des caméras radars qui sont dotées d'algorithmes d'intelligence artificielle qui donc sont paramétrés pour détecter un certain nombre d'incidents sur la route. Donc vous avez des incidents qui partent de l'excès de vitesse, le non-port de ceinture, le passage, le non-respect du feu tricolore, qui sont des incidents codifiés au niveau de ces équipements. Donc ces équipements flash, donc prennent des photos en continu. Et lorsque une des photos ou une des vidéos correspond donc à cette codification, donc ça génère automatiquement une capture de la plaque, de la photo de la plaque qui est lue avec l'immatriculation donc qui est remontée. Cette information est envoyée au niveau d'un centre de gestion intégré de la mobilité où vous avez des agents de police assermentés, notamment ceux de la police spéciale de la sécurité routière, qui vont donc verbaliser cette infraction. Et tout cela se fait en quelques fractions de secondes? Aujourd'hui, les délais, lorsque on est dans les conditions optimales, dans 5-10 minutes, l'infraction est constatée, remontée.
Et arrive le deuxième volet de la notification, donc qui relève de l'information que nous avons au niveau de la base de données et surtout des dispositions réglementaires qui nous demandent de notifier cette infraction dans un délai maximal de 15 jours. Et quand on est verbalisé, où est-ce qu'on paye sa contravention? Vous avez, comme je l'ai dit, le premier mode que nous privilégions, qui est le mode électronique, donc à travers les différents outils de mobile money. À compter de janvier 2022, vous aurez également la possibilité de payer à travers les différents canaux du Trésor public avec lesquels nous sommes en train donc de finaliser les intégrations. Le deuxième moyen, vous vous rendez dans un centre de gestion intégré. Vous en avez une trentaine sur le territoire national. À Abidjan, vous avez 7 centres de gestion intégrés, donc où vous avez la possibilité donc de payer à nos guichets. Et les notifications, elles viennent par SMS, n'est-ce pas? Et si l'on n'a pas de téléphone, par exemple, oui. Si on n'est pas connecté à un quelconque réseau, comment est-ce qu'on reçoit sa verbalisation? Donc j'ai insisté sur le fait que le système se veut transparent. Donc tout est mis à la disposition du contrevenant pour avoir l'information. En dehors de l'aspect SMS, vous avez une plateforme digitale qui a été mise en place où vous pouvez créer votre compte. Donc la plateforme, c'est e-service.cgi.ci. Donc vous y allez, vous créez votre compte donc, sur cette plateforme et vous avez accès à toutes les informations, votre permis de conduire, votre carte grise, mais également toutes les contraventions que vous avez. Si vous remarquez toutes les actions de communication que nous faisons ces temps-ci, c'est d'exhorter vraiment nos concitoyens à activer leur compte et à prendre connaissance de leur statut, parce qu'il se pourrait éventuellement que pour des raisons ou une autre, il n'ait pas reçu de notification, qu'il n'ait pas l'information par rapport à leur contravention. Ils ont la possibilité d'avoir cette information directement sur leur compte. Et à combien s'élèvent les frais de verbalisation pour chaque type d'infraction commis? Vous avez 2 blocs. Vous avez donc les infractions en matière de sécurité routière qui conduisent donc à la génération d'une contravention. Donc par exemple l'excès de vitesse aujourd'hui, dont l'aboutissement c'est une amende forfaitaire. Donc pour cette amende forfaitaire, les coûts à la date d'aujourd'hui, j'insiste parce que ce sont des coûts en fonction donc des orientations au niveau du cadre institutionnel qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, est de 2000 francs CFA. Alors le dispositif, est-ce qu'il est visible de l'usager ou pas? Oui, il est visible. Pour tout ce qui concerne les excès de vitesse, vous avez les panneaux d'affichage de vitesse qui vous indiquent votre vitesse au moment où vous rentrez dans une zone de vidéo-verbalisation. Et est-ce qu'il couvre le district d'Abidjan, l'intérieur du pays? Tous les grands axes au niveau du Grand Abidjan pour le moment sont couverts avec, comme vous l'avez annoncé dans votre élément, les unités mobiles qui vont permettre d'étendre le maillage du dispositif à l'ensemble des autres axes. Et en termes de lutte contre la corruption, vous le disiez à l'instant, c'est un système qui permet également de limiter l'action humaine, donc de lutter contre la corruption, parce que tout se limite seulement à la caméra, il n'y a donc plus de contact direct entre les forces de l'ordre et, on va dire, la personne qui est présumée en infraction, enfin... Effectivement, il n'y a plus de contact direct entre l'agent verbalisateur qui lui-même a toute son activité qui est tracée au niveau de la plateforme et le contrevenant ou le délinquant. J'insiste sur ce volet parce qu'il y a une innovation qui a été introduite par l'ordonnance, c'est que pour tout ce qui est délit, donc par exemple le défaut de document, donc quand vous circulez sans une visite technique, c'est un délit. L'ordonnance donc 2021-432 a permis de transiger avec l'administration des transports. Donc vous avez un PV qui vous est notifié automatiquement et les amendes pour cela vont de 10 000 à 50 000 francs. Merci Monsieur le Directeur Général pour toutes ces précisions. Mesdames et Messieurs, vous voilà prévenus, la vidéoverbalisation est donc bien en scène. Sécurité routière, tout savoir de la vidéoverbalisation. Nous en parlions donc à l'instant avec le Directeur Général de Kipux Afrique, Monsieur Ibrahima Koné. Merci donc de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été bien édifiés sur la question. Agréable dimanche. Dieu garde la Côte d'Ivoire.